Rebonjour, j'espère que vous ne serez pas trop fatigué de moi. Je vais essayer d'être bref, à la mesure du possible. Donc je vais vous raconter un petit peu, quelque chose de très simple par rapport à un nouveau observatoire astronomique. Pendant ce temps-là, nous allons voir où il se trouve. Mais la première question pourrait être pourquoi un nouvel observatoire astronomique? Donc si un individu peut nous dire bon, parce que je peux le payer, puis je souhaite avoir un observatoire, ça suffit comme raison. Mais lorsqu'on utilise des ressources publiques, du financement public, il faut justifier un projet comme celui-ci. Donc dans ce cas-là, la raison principale pour cet observatoire, c'est que fin 2018, début 2019, on a certifié la qualité du ciel Starlight. Donc vous savez comment le certificat fonctionne sur un territoire de Cuenca, spécifiquement cette partie que vous voyez là sur l'écran, sur la carte, à deux cercles rouges. C'est un endroit très intéressant qui a été octroyé le label Starlight, justement, à juste titre. Donc le président de la communauté autonome de Cuenca m'a demandé qu'est-ce qu'on fait. D'accord, on a ce label Starlight, d'accord, et puis on va créer un parc astronomique dans cet endroit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Eh bien, moi, je dis, écoutez, il faut donc monter des observatoires astronomiques. Non. Mais ce serait également bien d'avoir un référent, une référence du parc astronomique, peut-être un observatoire modeste, qui ne coûterait pas beaucoup. Ce serait bien, donc un référent pour cet endroit. Puis donc il était d'accord. On s'est dit d'accord, ça pourrait être viable. On va voir comment faire. Donc du coup, l'objectif, la raison qui justifie l'observatoire est de donner du contenu au parc astronomique de Cuenca avec cet élément de référence, d'accord? Donc où est-ce qu'il se trouve? Où placer? Où mettre l'observatoire? C'était notre question au départ. Où est-ce qu'on va le mettre? Où est-ce qu'on va le construire? Donc on a pris de données qu'on avait utilisées pour le label Starlight afin de trouver les meilleurs endroits, le meilleur point pour l'observatoire. Et donc l'endroit choisi est celui que vous voyez marqué ici sur la carte, qui est dans une colline à côté d'un village qui s'appelle Vega de Colorno, qui est un village atypique parce que dans cette zone nous avons des tout petits villages et toute la population se concentre sur le centre du village, sauf ici, sauf à Vega del Colorno. Et ici, nous avons 7 quartiers différents qui sont disséminés dans la vallée. Et c'est le seul village à avoir cette caractéristique. Je vais vous donner quelques données. L'altitude ici, c'est de 1538 mètres. Les magnitudes utilisées pour le label Starlight étaient en dessus de 21,6, que le signe était autour d'un second d'arc. D'ailleurs, là, on avait à côté des antennes téléphoniques de télévision du village, donc on avait une couverture 4G à l'époque, et la possibilité d'avoir de la fibre également. L'accès était facile, vous voyez la flèche rouge. Là, il y a un petit chemin qui est dans des bonnes conditions. C'est 300 mètres jusqu'à la route, les routes prochaines qui arrivent jusqu'à la rivière. Puis, puisque c'est en le haut d'une colline,
il y a un endroit excellent pour placer l'observateur. Donc on a parlé avec le maire. Le maire a cru au projet. Il pensait que le projet était bien et il s'est impliqué. Il nous a aidé à résoudre les problèmes existants. Donc avant de continuer, je dois vous dire que on a confirmé donc les magnitudes du label Starlight, certificat Starlight. Donc on avait des bonnes conditions avec un photomètre test que nous avons. On obtient des valeurs de 21,76 et 73% de nuit dégagée. C'est énorme. Pour comparer, j'ai des données de l'IAC. Ici, l'observatoire. Je dois revenir en arrière. Attendez. Pardon, mais c'est important. Voyons voir. Donc si on compare ces données avec les données de l'observateur du Teide, la magnitude est de 21,20 face à notre 21,76. Donc 21,70 à Roque Los Muchachos, par exemple, il n'y a que l'Atacama qui a des magnitudes similaires et Hawaï est en dessous, avec une magnitude pire que cela. C'est vrai qu'à l'horizon, nous avons malheureusement ce qu'on trouve presque partout autour des observateurs professionnels, parce que on a des horizons en dessous de 15 degrés, on voit beaucoup de villes. Mais bon, le zénith, comme John m'a dit, est spectaculaire. Tout simplement spectaculaire. Donc, quels sont les objectifs de ce projet d'observatoire? On ne voulait pas que ce soit une ressource opérationnelle 20 jours par an. On souhaitait une ressource qui soit utilisée pendant toutes les nuits où il est possible de travailler. C'était fondamental. Puis, il fallait obtenir une ressource éducationnelle pour la diffusion. Cela était implicite, évidemment. Et on souhaitait un observatoire intéressant pour des amateurs, des professionnels, astrophotographes, collaborateurs programmes, professionnels, etc. Voilà donc les objectifs, très ambitieux. Donc cela nous menait à une idée d'installation robotisée. Donc, ce qu'il fallait concernant le budget, le financement. Qu'est-ce que je peux vous dire là? Ici, il y avait tout à faire. Il fallait construire le bâtiment, l'équipement. Donc, on a défini un projet à 2 étapes. La génie civil et l'équipement. Le génie civil a été possible grâce aux subventions de l'Union européenne, gérées par la communauté de Castilla-La Mancha. La mairie nous a donné 20% du budget total. 20% d'une quantité importante pour un petit village de 100 habitants. C'est énorme, c'est compliqué, hein. Mais le maire est très impliqué. Donc, concernant la deuxième étape, équipement, c'est le gouvernement provincial de Cuenca. Vous allez me demander, mais combien est-ce que ça vous a coûté? Bon, pouvez vous faire une idée, 150 000 euros, un peu plus. Donc voilà, la robotisation a été développée par Astropolar et Cosmo Escape avec une coupole Milky Way Dome qui a également participé à la robotisation. Voilà l'inauguration de l'installation. Vous voyez ici le président du gouvernement de la communauté autonome et beaucoup d'élus.
c'était le 1er juillet. Et donc voilà, on était très contents. On peut dire donc que l'observatoire est déjà opérationnel. Quels sont les éléments de cet observatoire? J'ai pas beaucoup de temps. Il me reste 20 minutes, c'est ça? Non? Ah non, ok. Très bien. Donc, train optique 10 microns. De microns GM3000 HP, c'est impressionnant, c'est vraiment très robuste. Vous pouvez voir les spécifications techniques. C'est vraiment c'est un élément commercial, on peut le trouver n'importe où. Concernant les trains optiques, ici on a un 14 puces. Ici, il a fallu rabaisser un petit peu nos prétentions. On aurait préféré un 16 puces, mais à ces moments-là, il n'y avait pas assez de ces éléments sur le marché. Le délai de livraison était trop long et le prix était trop élevé, donc on a choisi un 14 puces. Et on a eu de la chance, on a trouvé le seul disponible en Europe, avant l'augmentation de prix, et qui était déjà disponible immédiatement. Et donc on l'a eu en 15 jours. Un CCD, c'était une ACI 6200. Il y a, je reviens encore une fois en arrière. La caméra, c'est un guide de guidage et une rue porte-filtre, de filtre H-alpha, oxygène 3. Vous voyez ici toutes les spécifications. Puis le software utilisé et choisi était le Nina. Quelle est l'étape où nous trouvons maintenant? C'est l'étape d'étalonnage avec des images déjà étalonnées. On est en train de faire des ajustements, détermination de limites de l'observation, registre MPC, renforcement du système informatique, spécialement pour des utilisateurs à distance qui souhaitent faire des téléchargements et qui souhaitent utiliser l'observatoire. Et on est en train de définir les coûts opérationnels et les tarifs pour l'utilisation de l'observatoire. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Quelle est donc l'opération, la gestion de l'observatoire? Je vous présente ici notre opérateur qui s'appelle Mizar, qui est obéissant, qui est très fidèle, et qui est un vrai expert. C'est une blague, bien sûr. C'est quelqu'un qui connaît bien les observations, en tout cas. Donc, le titulaire de l'observatoire est la mairie de Vega de Codorno, mais la gestion est effectuée par Astro Cuenca. Donc, quel est notre plan de travail? Quel est notre horizon pour cette machine? Eh bien, il y a un péage à payer là, qui sont les séances de diffusion pour le public général et dans les centres éducatifs également. Donc, c'est des séances qui s'adaptent à l'horaire des centres éducationnels, donc pas la nuit. Puis, on a une demande des centres éducationnels de Puerto Rico qui ont un horaire compatible avec des observations en temps réel et qui souhaitent utiliser l'observatoire en exclusivité. Je ne sais pas s'ils savent trop ce qu'ils disent, mais bon, c'est ce qu'ils souhaitent. Nous, de notre côté, on souhaite également développer des projets spécifiques de photométrie, sur des transits d'exoplanètes, astrométrie d'astéroïdes et
mesure d'étoiles doubles par occultation lunaire. Ici, il y a Enrique Velasco de l'Université Autónoma de Madrid qui est très intéressé. Il y aura des séances de formation lors de ces projets. Eh bien, il y aura également du temps réservé pour des demandes d'observation reçues. Et tous ceux qui pouvaient être intéressés à l'utilisation de cette machine. Cela pourrait être un travail individuel, s'il y a des observateurs experts, ou ça peut être assisté par des opérateurs de Astro Cuenca. Je vous montre quelques images pour terminer. Je vous préviens, les images, ces images, c'est des tests, c'est des images capturées lors d'une séance où on a effectué une séance de diffusion avec une diffusion en temps réel des images. Et il y avait une projection sur un écran qu'on a installé à l'extérieur de l'observatoire. Vous les voyez ici. Il s'agit des images en temps réel pour une séance de diffusion. Hein. Donc, c'est pas des images top. Des fois, on n'a pas bien défini les bruits, il y a des grands, etc. Mais c'est ce qu'on va voir. Donc, au départ, il y a une petite vidéo concernant la séance pour vous donner une idée de la nuit. Là, vous voyez l'horizon problématique, mais parce qu'on a regardé exprès là où il y avait un endroit problématique. Voilà donc la séance où les gens arrivent, ils partent. Vous voyez, c'est très rapide. Puis ces images-là, elles ont été capturées la même nuit avec notre boîtier. La lumière n'est pas beaucoup, mais je peux vous dire que la qualité du ciel est incroyable. Voilà une image de test qu'on a capturée. Elle a été prise avec un filtre à hydrogène. Et une autre ici. Toutes celles-là avec un filtre de luminance. Tout simplement pour vous donner une idée des possibilités de l'équipement que nous avons là-bas. Et puis je pense qu'il y en a deux autres images pour terminer. Puis celle-là est il s'agit de 3 photos superposées. Puis je vais juste vous dire maintenant pour terminer que ce week-end on va avoir une rencontre entre associations de la fédération et on a de la chance parce qu'on a l'occultation d'Euribates pour laquelle on a déjà demandé l'observatoire. Il est prêt dans la trajectoire adaptée. Il faut l'affiner un petit peu. C'est 2 jours. Donc toutes les personnes qui amènent leur télescope à cette concentration vont pouvoir faire le suivi de l'occultation. Donc c'est une occasion magnifique pour utiliser l'observatoire. Et puis voilà. Quelques détails ici, comme ceux qu'on a vu ce matin. Et puis je pense que c'est tout. Merci. Il y a une petite minute pour des questions. Mais des questions rapides, s'il vous plaît. Ou pas de questions du tout. Bon, je suis là, je suis disponible. N'hésitez pas.